Je pense que c'est définitivement une bonne idée dès le départ, là, tu sais, même avant la convention actionnaire, là, juste d'un point de vue individuel, là, de regarder est-ce qu'on est compatible au niveau de la personnalité, au niveau des valeurs, au niveau des ambitions. C'est Puis est-ce qu'on est capable de communiquer aussi puis de voir, tu sais, comment est-ce qu'on résout un différend entre nous? Tu sais, est-ce on va bouder pendant 15 minutes? Est-ce qu'on va juste disparaître de la map? Est-ce qu'on va être confrontationnel? Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent, tu sais, avant même de s'associer, là, tu sais, allumer une petite lumière et dire est-ce que c'est la bonne personne ou non? Vous écoutez Les pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Épisode numéro 9, déjà, des pros de l'assurance. Et on l'a dit, c'est un podcast qui s'adresse aux courtiers en assurance, aux conseillers, aux gens qui sont intéressés par le domaine, mais aussi à tous ceux qui gravitent dans cet univers d'humain. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui gravite. Puis c'est là où on va en venir, c'est qu'il y a différents intervenants qui sont extrêmement intéressants de connaître et de côtoyer aussi dans le métier. Félix, j'aimerais que tu nous présentes l'invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même assez chanceux parce que, tu sais, dans le métier de conseiller en assurance, conseiller financier, planificateur financier, il arrive qu'on est quand même des passionnés de finance, mais aussi de l'entrepreneuriat par le fait même. Puis en entrepreneuriat, ben, il y a plusieurs étapes dans une entreprise. Fait que nos clients qui ont leurs propres entreprises, est-ce que je fais un financement pour aller chercher de la croissance? J'ai besoin de racheter un associé. J'ai une convention d'actionnaire que je dois écrire. Je suis en train de m'associer avec mon beau-frère. C'est quoi les éléments qu'il faut faire attention? Puis c'est là que les avocats en droit des affaires sont ultra importants. Puis aujourd'hui, on a quelqu'un que moi, j'arrête pas de référer à tous mes amis entrepreneurs parce qu'il C'est comprend bon vraiment, signe. vraiment bien c'est quoi l'entrepreneuriat, puis les étapes de la croissance d'une entreprise. C'est une entreprise qui n'a aucun employé, puis juste des founders, versus une entreprise qui est rendue à 20, 50, 200 employés. Ben, il y a des étapes à chacune d'entre elles. Puis c'est le fun d'avoir un avocat dans la vie qui est aussi un conseiller stratégique qui va t'aider à bien réfléchir aux bonnes questions. Puis Guillaume Falardeau, c'est exactement la définition d'un partenaire d'affaires dans une pratique de professionnel. Fait que on est vraiment, vraiment content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis super heureux d'être ici. Guillaume, une belle présentation. D'ailleurs, Félix, Ouais, j'aurais pas très pu flatteur. mieux faire. Tu es avocat, avant toute chose, tu es un entrepreneur. J'aimerais que tu nous racontes d'abord ton histoire un petit peu. Comment ça a Ouais, commencé? ouais, absolument. Je te dirais, le côté juridique, c'est un peu flou en mémoire, là. Je ne me souviens pas exactement pour quelle raison je suis allé dans le domaine juridique, mais le côté entrepreneurial, c'est lui qui est 100% clair dans ma mémoire, là. Je dirais, il y a peut-être 10-12 ans, avec un groupe d'amis, ce qu'on a fait dans le passé, c'est qu'on s'était parti à un projet qui, tous les vendredis soirs, au lieu d'aller faire la fiesta avec tout le monde, ce qu'on faisait, c'est on développait des bots de poker, fait que des algorithmes qui jouaient au poker en ligne. Ça jouait à 24 heures sur 24 sur plusieurs tables en même temps. Puis, c'était pendant les études en droit, donc ça fait un moment. Puis, on apprenait à peine à coder. Donc, c'était un peu cowboy. Puis, avec du recul, un peu loser le vendredi soir. Mais ce qui était intéressant dans tout ça, c'était de voir que 6 gars avec une mission commune, avec juste qui partaient d'absolument zéro, avec des laptops de la Budweiser, pouvaient faire de quoi d'assez impressionnant d'un point de vue technique. Le logiciel, il accumulait des informations sur les autres joueurs de poker, il faisait l'analyse statistique des meilleures mains à jouer. Tout était vraiment bien optimisé puis fonctionnait. Puis c'était une super bonne introduction à l'entrepreneuriat pour ce groupe de gens-là. Puis qu'on se disait, on serait capable dans notre carrière respective, parce que tout le monde étudiait dans des domaines différents, il y avait en actuariat, il y avait en finance, en droit et tout ça. Est-ce qu'on serait capable de recréer éventuellement dans nos carrières respectives cet aspect entrepreneurial-là? Et fast forward à maintenant, la réponse c'est oui de tous les côtés de ce groupe-là. Mais à cette époque-là, c'était pas une évidence. Mais ça a été de loin, je pense, la meilleure expérience entrepreneuriale, la meilleure introduction à l'entrepreneuriat pour moi. Donc, au lieu de te trouver une job, comme les gens peut-être de ton âge à l'époque qui justement allaient festoyer le vendredi soir, tu t'es dit, nous, on crée quelque chose d'unique. Puis, c'est un peu ce que tu as voulu faire après ça, à travers tes démarches entrepreneuriales, à travers ta carrière, finalement. Exact. Parce que, d'un côté, il y a ce sur quoi on travaille qui est super important. Chaque personne va avoir sa carrière. Il y a la possibilité de travailler comme employé. Il y a aussi la possibilité de créer son emploi, créer son environnement de travail. Mais l'aspect
ce qui personnellement m'intéresse beaucoup, c'est cette capacité-là à aller choisir ses collègues, choisir avec qui on veut travailler, créer cette culture d'entreprise-là qui nous reflète, qui reflète bien qui on est comme personne, puis où on veut aller comme entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire dans une entreprise existante, mature, versus une startup ou en partant sa propre business. Ben, c'est ça qui est particulier de l'entrepreneuriat, surtout quand tu le fais avec justement des associés, là, des cofondateurs, c'est que au départ, tu t'es associé autour de soit d'une relation, tu sais, on se connaissait avant, justement, comme là, dans l'histoire que tu décris, c'est un peu comme des amis d'université puis de longue date, puis là, vous vous retrouviez le vendredi soir. Comme des fois, c'est autour d'une idée, mais souvent, ça devient très, très clair plusieurs mois après le lancement de l'entreprise. C'est quoi qui définit cette culture d'entreprise-là? Puis à un moment donné, plus l'entreprise devient grande, ça se perd parce que il y a tellement eu de gens qui se sont rejoints dans cette organisation-là que c'est quoi l'élément unique? Puis c'est ça qui est dur, la valeur unique, la culture, qui fait que tous ces gens-là, ça fait du sens qu'ils travaillent ensemble. C'est tout qu'un défi. Mais en même temps, c'est là la nature de l'humain, la collectivité, c'est de comment on s'associe ensemble autour de quelque chose. Puis l'entrepreneuriat, c'est un microcosme. C'est une petite communauté, mais à plus petite échelle, dans laquelle on travaille un projet ensemble, puis on est passionné sur un sujet. Puis ça, écoute, toi, ça a commencé avec le poker. Je serais curieux de voir, dans tous tes amis avec qui tu faisais ça, combien sont des entrepreneurs ou ils ont rejoint des projets entrepreneuriales par la suite? Ils sont tous, c'est surprenant, là, mais ils sont tous soit entrepreneurs, soit ils ont soit démarré leur propre entreprise par la suite ou ils sont joints très, très, très tôt là, dans des startups. Donc, je pense qu'ils sont restés dans le milieu un peu chaotique de une gang de jeunes qui testent des trucs autour dans un garage au début. Puis, ils sont tous super. Ils ont tous beaucoup de succès dans leur entreprise. Donc, définitivement qu'il y avait quelque chose d'important et d'intéressant dans ce logiciel de poker-là. Je pense qu'il y avait quelque chose dans Budweiser. Ouais, c'est ça, exact. Tant qu'il y a une carte, tant qu'il y a un laptop, la techno, puis une Budweiser, ça marche, là. Ouais. Ouais. Puis donc, là, on parle de droit des affaires, après ça, spécialisé dans les entreprises technologiques. Qu'est-ce qui a mené à ça, finalement, et à la création de ton cabinet? Oui. Donc, l'histoire, je dirais, si je retourne au début, là, j'ai commencé ma carrière en 2014 à Montréal chez Osler, qui est un cabinet de droit des affaires là, national, c'est une grande boîte. Et je partais avec l'idée que j'allais faire des valeurs mobilières. J'aimais beaucoup le domaine financier, marché des capitaux et tout ça. Je me suis dit, c'est certain, valeurs mobilières, c'est pour moi, c'est mon truc. Mais en commençant à pratiquer, je me suis rendu compte que c'était tellement plate. Avec respect pour mes collègues qui font encore ça, c'était vraiment pas ce que j'avais imaginé. Le côté réglementaire, divulgation continue, toutes ces choses-là, m'apparaissait beaucoup plus comme des technicalités et de la conformité que ce qui m'intéressait réellement, qui était plus l'aspect entrepreneurial, business, conseil. Alors, j'ai juste testé un peu de trucs. Là, quand je travaillais là-bas, j'ai fait des fusions-acquisitions beaucoup, j'ai fait du capital de risque aussi. Puis ça s'est clairement décidé pour moi que le domaine technologique restait parmi mes intérêts. J'avais déjà, avec le projet de poker, avec d'autres projets aussi antérieurs, j'avais déjà cet intérêt-là pour le milieu des technologies, cette familiarité-là aussi. Donc, j'avais une affinité naturelle pour les entrepreneurs en technologie et le capital de risque m'apparaissait comme la meilleure façon d'aligner tous mes intérêts. Donc, on a le côté financier. Donc, on aide les entrepreneurs à la négociation et la rédaction de leur convention de financement. Donc, quand des investisseurs vont investir dans ces entrepreneurs-là, il y a l'aspect juridique aussi qui vient avec les contrats pour ces financements-là. Puis, il y a l'aspect technologique parce que le capital de risque, c'est presque exclusivement pour des entreprises technologiques à forte croissance. Et donc, ça venait chercher tous ces éléments-là. Donc, j'ai fait beaucoup de capital de risque chez Osler, qui ont pas une très grande portion du marché canadien. C'est assez impressionnant, surtout Canada anglais. Et j'ai fait une grande quantité de transactions. Puis j'ai réalisé à ce moment-là qu'il restait une super bonne opportunité d'affaires dans le marché qui était presque pas desservie au Québec. Soit tout ce qui était ce qu'on appelle early stage, donc tout ce qui est financement d'entreprises technologiques de, disons, 0 à 10 millions de revenus. C'est un segment du marché qui n'était pas très bien servi parce que les entreprises puis les cabinets d'avocats qui avaient cette expertise-là, c'est surtout des grands cabinets avec des structures assez lourdes et donc des taux horaires qui étaient très élevés. Puis, leur business model fonctionne puis c'est fantastique, mais ce n'était pas nécessairement parfaitement adapté
pour les entreprises qui étaient vraiment dans leur début. Donc, c'est là que j'ai lancé Leviat pour me concentrer spécifiquement sur ces entreprises-là en démarrage, principalement early stage, et pour les aider dans leur financement. Mais ça, d'ailleurs, c'est un point comme vraiment important que je voudrais qu'on mette de l'emphase, là. Dans le marché, là, le marché que je connais, moi, personnellement, un peu plus, c'est le marché du Québec. Tu sais, les grands cabinets d'avocats, c'est généralement aussi les cabinets qui vont représenter le côté investisseur, tu sais, la partie qui a de l'argent et qui investit dans le business. Puis une chose qu'on veut toujours conseiller à son client, faut pas que le conseiller juridique soit le même du côté investisseur que du côté fondateur qu'entrepreneur, parce que guess what? Celui qui contrôle les prochains dossiers qui vont arriver, ça a plus de chances d'être l'investisseur que l'entrepreneur, que lui est concentré dans son projet. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout le monde a un devoir d'être impartial, de donner le meilleur conseil possible, mais l'humain étant ce qui est, t'es toujours mieux de te protéger en ayant chacun son représentant légal. Puis que là, eux, ils vont se parler, puis ils vont parler le même langage aussi. Fait que à la fin, je pense que tu en viens à sauver des coûts, mais aussi à avoir un meilleur deal qui est plus équitable pour les deux parties. Puis ce que vous avez fait chez Leviat, c'est que vous avez représenté les jeunes entreprises qui, eux, malheureusement, il y avait comme l'avocat du coin, le comptable qui essaie de t'aider comme il peut là-dedans, mais c'est tellement sophistiqué, ce genre de transaction-là, que tu n'as pas le choix d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Fait que l'offre de service que vous avez apporté, pour avoir fait plusieurs recherches à l'époque, quand on était dans les débuts de Emma, il y avait que vous, là. Ça existait pratiquement pas des cabinets qui représentent, je pense, exclusivement des fondateurs. Je me trompe pas? Mhm. Oui, absolument. Puis pour revenir à ton premier point, il existe des obligations déontologiques chez les avocats de ne pas représenter des parties opposées dans une Mhm. transaction. Par contre, ça arrive vraiment souvent, puis beaucoup plus souvent qu'on le pense, là, surtout dans des petits milieux où il y a une poignée d'avocats qui font ce qu'on fait, où à l'intérieur du même cabinet, on va avoir deux associés du même cabinet qui vont représenter des parties adverses, puis qui vont évidemment divulguer tout ça aux deux parties. N'empêche que même si cette façon de faire-là peut, lorsque c'est bien fait, respecter toutes les obligations déontologiques, je pense que tu mentionnes un super bon point, Félix, que ben, si à l'intérieur du cabinet, ben, tu représentes aussi un investisseur avec qui tu fais 100 transactions par année, ben, on peut se questionner sur l'impartialité de ces cabinets-là ou le potentiel de favoriser une partie plutôt que l'autre. Puis au Québec, les cabinets qui font beaucoup de capital de risque, ben, représentent beaucoup de fonds d'investissement. Donc, tous les fonds traditionnels, il y en a une poignée qui sont sur presque toutes les transactions. Ouais. Et donc, c'était très difficile à l'époque d'avoir un cabinet impartial, indépendant, qui représente que des fondateurs. Ce qu'on fait nous maintenant. Je dirais qu'en plus de ça, on a quelques éléments différenciateurs, là. Le premier, c'est qu'on est 100% remote, donc 100% à distance, télétravail depuis le jour 1, là, depuis 2018. Donc, la COVID n'a pas été une grande surprise pour nous. C'était business as usual. On continue dans cette lancée-là. On a aussi développé des logiciels à l'interne qu'on utilise pour automatiser une partie du travail répétitif. Donc, non seulement qui n'est pas super excitant pour nous, mais aussi qui a peu de valeur ajoutée pour nos clients. On utilise ça pour sauver des coûts pour nos clients, passer les économies. Et on a un accès vraiment spécifique, conventionnel sur les technologies. Donc, c'est pas comme le médecin du village qui est aussi architecte et qui fait un peu d'agriculture. Là. On fait vraiment un seul truc, financement de capital de risque pour entreprises technologiques early stage. Fait que, en termes de surspécialisation, on est assez loin. Donc, pour des entreprises qui lèvent du financement, ben, on a pas mal tout vu, là, l'éventail des scénarios. Puis est-ce que, je me demande, quand on débute une entreprise là-dedans, puis que personne d'autre le fait, est-ce qu'on se heurte quand même? Parce que j'imagine qu'il y a eu quand même un lot de défis, là, par rapport au fait que, bon, est-ce que les gens font confiance? S'ils se demandent c'est quoi exactement? Est-ce que c'est dur d'aller chercher des clients? Ou est-ce qu'à l'inverse, tout le monde se lance parce qu'il y en a juste un, puis donc, vous écoutez tous les clients finalement. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que j'ai probablement eu les mêmes défis que la majorité des entreprises de services qui commencent, là. Donc, au départ, vu que c'est des entreprises qui fonctionnent beaucoup de bouche à oreille puis par référencement, lorsque tu commences avec un client ou deux, ben, les chances d'avoir une autre référence sont pas mal plus faibles que si tu as 200 clients qui te suivent depuis plusieurs années. Ouais. Donc, il y a définitivement une courbe
une courbe exponentielle là, au niveau des référencements pour starter la business. Tu commences et tu te dis, ah, ben ouais, j'espère que je vais en avoir une couple de plus que ça des clients dans ma vie. Fast forward à maintenant, on est rendu avec, je pense, plus que 200 clients. Mais au départ, c'était quand même du sport. Donc, définitivement, ça, c'était un défi. Je dirais aussi, en termes de crédibilité, c'est difficile aussi de s'établir, mais il y a certaines décisions stratégiques qui peuvent aider. Donc, je peux donner comme exemple, je suis jeune, définitivement, puis je vais probablement avoir l'air d'avoir 14 ans toute ma vie, mais le fait de servir des entreprises technologiques fait en sorte que le bassin de clientèle est nécessairement jeune aussi, ou du moins en majorité. Donc, c'est beaucoup plus facile de créer des connexions puis de comprendre leur domaine, de parler le même langage quand tu travailles avec d'autres entreprises technologiques puis quand ton développement d'affaires se fait avec d'autres entrepreneurs en technologie qui sont aussi passionnés que toi par le domaine, que si tu vas travailler, par exemple, à démarcher des présidents de banque ou des VP de grandes entreprises. Donc, oui, effectivement, au début, la crédibilité est difficile à établir. Par contre, de mon côté, un des gros bénéfices que j'avais, c'est que je venais d'une grande boîte qui était super bien connue. J'avais eu des excellents mentors là-bas. Donc, j'étais capable de prouver que j'improvisais pas dans mon sous-sol, mais aussi que le fait de choisir le segment de la clientèle que tu veux démarcher peut définitivement aider aussi à l'accélération. Est-ce que tu aurais... Vas-y, Félix. Ouais, ben c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'au final, ça revient à la même chose un peu qu'un conseiller qui veut se nicher dans une spécialité, un type de client. Tu sais, dans ta réflexion stratégique, quand tu choisis ta clientèle, tu sais, il y a le type de business que tu veux faire qui te passionne. Tu sais, ça, c'est un des points peut-être les plus importants. Mais après ça, est-ce qu'il y a une espèce de contamination de par ton réseau, là? Si tu as un réseau qui fit en plus cette spécialité-là dans lequel tu veux te spécialiser, puis si ça va constituer ta niche tantôt dans laquelle tu vas travailler, ben là, tu commences à avoir un bon fit. Pour ça, il faut juste que tu trust the process, tu continues à faire des clients, faire des clients similaires. Puis, ben, nécessairement, tu deviens une notoriété dans ce segment-là. Puis après ça, c'est un peu un no-brainer. Là, tu reçois tes références qui vont rentrer tout le temps, puis ta business est partie. Mais c'est un gros, c'est un leap of faith de sauter dans le vide, de se dire, bon, ben, moi, je choisis cette spécialité-là, puis à la fin, je me croise les doigts que ça aille bien. Je suis quand même pas content, mais c'est le fun de voir que peu importe le domaine dans lequel tu es, que tu sois conseiller, que tu sois avocat, que tu sois comptable, que tu fabriques des poutres en acier, ben, au final, c'est en fonction de ta niche que tu vas te démarquer. Mm-hmm. Oui, absolument. Puis je pense que ça fait partie de la réflexion aussi des conseillers qui démarrent puis qui sortent de l'école. Ils peuvent se questionner sur, bon, ben, c'est quoi la niche que je veux servir? Parce que souvent, puis dans mon réseau, il y en a là, des conseillers puis avec qui on travaille puis on collabore de temps en temps. Puis je vois que des fois, ça prend un peu de temps avant qu'ils choisissent leur niche puis qu'ils se spécialisent. Mais souvent, j'ai l'impression que dans tous les domaines de service, les gens peuvent avoir comme réflexe de dire, bon, ben, je vais ratisser super large, je vais être assez généraliste pour avoir le plus de business possible. Mais tu sais, j'invente rien, là, je sais, Adam Smith a dit ça il y a une couple d'années, mais tu sais, la spécialisation, c'est définitivement une manière d'être plus efficace, d'offrir des services à plus grande valeur ajoutée. Et donc, je pense que c'est une bonne idée. Il y a un leap of faith, comme tu mentionnais, Félix. Là. Tu peux pas te tromper beaucoup de fois de niche, mais il y a quand même une réflexion importante à avoir, je pense, au démarrage. Ouais. Et tu disais, Guillaume, que tu travailles donc souvent avec des conseillers financiers. Ça serait quoi, c'est quoi le gros avantage pour un conseiller financier, pour un conseiller en assurance, d'avoir avec lui un avocat, de collaborer avec un bon avocat? Mm-hmm. Oui, mais je dirais, je le séparais en deux segments. D'un côté, il y a ce que les avocats peuvent amener aux conseillers, puis d'un autre côté, ce que les conseillers peuvent amener aux avocats. Donc, ce que les avocats peuvent amener à leurs conseillers, je pense qu'il y a quelques aspects. De un, ça peut être des référencements, surtout en capital de risque comme nous on fait. Presque toutes les transactions, tous les premiers financements substantiels en équité, là, où les compagnies vont recevoir du financement d'investisseurs, ces investisseurs-là vont demander que la compagnie ait une police d'assurance vie sur la vie des fondateurs. Et l'objectif des investisseurs, c'est de s'assurer que l'assurance va permettre en fait, les produits de l'assurance vont permettre de racheter les parts de l'associé décédé en cas de décès. Ça va aussi sortir la succession
la capitalisation, là. On n'aura pas à gérer la succession de ce fondateur-là parmi les actionnaires de la compagnie. Donc, ça, ce que ça fait, c'est qu'on doit collaborer en presque tous les gros financements, tous les gros premiers financements d'entreprise, on doit collaborer avec des conseillers. Donc, définitivement des références qui peuvent arriver des avocats de ce côté-là. Ensuite, je dirais que dans la vie de tous les jours, pour un conseiller, il n'y a pas une tonne de. C'est pas une pratique qui implique beaucoup de droits. C'est pas des professions qui sont tout le temps en litige, et puis heureusement pour eux. Là. Cependant, il y a certains conseillers qui vont prendre des décisions d'un point de vue corporatif ou fiscal de leur côté qui va impliquer un plus grand apport au niveau des avocats. Donc, parmi les exemples, si un conseiller décide de s'incorporer pour sa pratique, soit pour des raisons fiscales ou pour isoler la responsabilité puis isoler ses actifs personnels. Donc, ça peut être une façon de faire. Il y en a aussi qui vont s'associer, donc qui vont partir soit en société par action ou en société en non collectif, qui vont faire ça à plusieurs. Donc, il va y avoir une négociation qui va être à faire avec une négociation puis une rédaction de convention d'actionnaire avec les associés. Donc là, il peut y avoir aussi un apport juridique là, où l'avocat va donner un coup de main. Je dirais que ça peut varier, là, mais c'est principalement où on voit la majorité des interactions. Peut-être un autre élément que j'ajouterais, il y a beaucoup de conseillers qui vont engager des adjointes, qui vont se monter un personnel administratif. Ben, pas négliger la qualité du contrat d'emploi que tu as. Si tu prends le premier template que tu as vu en ligne, peut-être qu'il va pas adresser tous les enjeux, de la confidentialité des informations avec lesquelles on travaille dans le domaine est quand même élevé, et de s'assurer que le contrat d'emploi adresse ça, ben, juste de le faire réviser par un avocat, c'est pas une mauvaise pratique, là. Oui, absolument. Oui, c'est sûr que c'est toujours une bonne idée. Puis aussi, dans tout ce qui est les opérations courantes, tous les contrats à l'interne et tout ça, il peut définitivement avoir un apport des avocats. Puis je dis avocats, mais ça peut aussi être des notaires. Là. Il y a souvent il y a beaucoup de notaires en droit des affaires qui ont une très très bonne connaissance de ça aussi puis qui peuvent aider. Ça peut être des avocats. Puis en domaine du droit des affaires, c'est tous ces aspects corporatifs-là, il y a beaucoup d'avocats ou de notaires qui peuvent aider. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un de confiance dans son réseau, qu'on peut juste appeler pour poser une petite question rapide, savoir, ça a-tu du sens ça ou non? Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin, puis de creuser, puis de réviser? Ou est-ce que les risques sont relativement faibles, puis on peut aller de l'avant? Puis d'avoir une personne de confiance comme ça, qu'on sait qu'on peut juste donner un coup de fil pour brainstorm 2-3 minutes sans qu'elle pèse sur le crayon puis qu'elle envoie un bill par la tête, je vois une grosse valeur là. Ça peut prendre 5 minutes, mais pour l'entrepreneur, pour le conseiller qui reçoit ces conseils-là, ça peut faire une grosse différence. Il y a un petit truc pour les conseillers là, qui écoutent, là, inviter un avocat pour dîner puis de payer le lunch, ça coûte souvent moins cher qu'une facture de 200-300 $ d'avocat. Ben oui. Ça vaut la peine, hein? On le suggère comme ça. Exact. Guillaume, tu parlais aussi, il y en a qui choisissent de s'associer. Il y en a plusieurs là, qui vont comme ça partir un cabinet ou bref leur entreprise. En tant qu'avocat, tu en as vu quand même quelques-unes de ces transactions. C'est quoi les bonnes questions à poser ou à se poser avant de s'associer avec un partenaire ou une partenaire? Oui, il y en a beaucoup, je dirais. Puis tu sais, peut-être aussi que mon réseau ou mon échantillon là, est peut-être biaisé du fait que les gens viennent nous voir beaucoup dans des cas où ils négocient leur convention actionnaire ou ils se questionnent sur est-ce que j'ai le droit de faire ça ou on veut se séparer, des choses comme ça. Donc, j'ai définitivement un échantillon où ça peut, qui tend vers le négatif. Là. Les gens n'ouvrent pas leur convention actionnaire quand tout va bien. Mais il y a disons qu'on va au pire. Là. Ouais. Ouais. Exact, voyons, pire. Donc, je pense que c'est définitivement une bonne idée dès le départ, là, même avant la convention actionnaire, là, juste d'un point de vue individuel, là, de regarder est-ce qu'on est compatible au niveau de la personnalité, au niveau des valeurs, au niveau des ambitions. Puis est-ce qu'on est capable de communiquer aussi puis de voir comment est-ce qu'on résout un différend entre nous? Est-ce qu'on va bouder pendant 15 minutes? Est-ce qu'on va juste disparaître de la map? Est-ce qu'on va être confrontationnel? C'est beaucoup de choses qui peuvent... avant même de s'associer, là, allumer une petite lumière et dire est-ce que c'est la bonne personne ou non? Au plan personnel, je dirais qu'il faut mettre je mettrais le paquet là-dessus juste pour s'assurer que c'est la bonne personne parce qu'une fois que c'est fait, c'est un mariage, donc ça peut être assez long. C'est tellement important ce que tu dis là, Guillaume, c'est tellement important parce que souvent c'est le bout qui est négligé. On s'associe parce que on a un point en commun, on veut faire la business ensemble, on s'est pas plus posé de questions. On était des amis, mais t'as jamais vraiment dealé des conflits.
Parce que c'est ça qui arrive, c'est que quand tu sors de la convention d'actionnaire puis il y a une chicane dans t'associer, c'est jamais des conversations qui vont être faciles. Moi, une des recommandations que je donnais à mes clients qui étaient potentiellement entrepreneurs qui voulaient s'associer, quand je faisais les premières rencontres comme conseiller avant même de les envoyer voir un avocat, j'étais comme bon, là, tu sais, toutes les questions que tu as posées, c'est ultra important, mais bouquez-vous un voyage ensemble. Genre sac à dos, là, 100%. un voyage compliqué, là. Allez vivre ça, puis si à la fin vous êtes les meilleurs chums au monde, ben, vous avez appris à gérer des conflits, des situations difficiles, vous avez appris à communiquer, ben, vous partez déjà sur une meilleure base que juste on a pris une bière ensemble hier soir, puis là, ça me tente de partir de business. Ah ouais, 100%. Puis c'est ça que j'allais dire, là, la meilleure façon, c'est tu sais, après 10 jours, là, quand t'es jet lag aussi, puis Ouais. que tu sais, ton Airbnb est fermé, puis il faut que tu cherches une place où dormir à la dernière minute, là, c'est vraiment là où tu vois, tu sais, est-ce qu'on est capable de collaborer puis trouver des solutions à nos problèmes. Je pense que c'est super important. Puis au-delà de ça, il y a certaines questions un petit peu plus subtiles aussi qu'on voit là, puis qu'on observe. Tu sais, j'avais une discussion similaire avec une personne dans le domaine des services qui se disait, tu sais, on s'est associé, ça va super bien, notre personnalité est très très alignée, là, on communique bien. Par contre, il y a juste un problème fondamental, c'est que nos horizons sont pas les mêmes. Mhm. Donc, tu sais, une personne qui est là pour les prochains 40 ans, tu sais, moi, je pense à ce business-là, je vais m'investir, je vais y aller à fond dans les prochains 40 ans, versus une autre personne qui dit, ben, tu sais, moi, je veux prendre ma retraite dans 3 ans. Ben, tu sais, vous pouvez être parfaitement aligné, mais n'empêche que ça va influencer l'horizon d'investissement, l'horizon de placement, disons ça comme ça, va impacter les priorités des personnes. Si j'ai un incitatif à investir sur le long terme, parce que je suis là pour 40 ans, versus si j'ai intérêt à plutôt juste ressortir les liquidités de l'entreprise pour maximiser mon retour à court terme, parce que dans 3 ans, je ne serai plus là de toute façon. Fait que il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui ont ces débats-là au niveau de l'association, des plus gros cabinets aussi, où les associés sont beaucoup plus âgés puis qui se disent, ben, pourquoi j'investirais dans les technologies, dans la modernisation, quand dans 3-4 ans, je ne serai plus là puis j'en bénéficierai plus nécessairement. Ça Mhm. fonctionne, ça a fonctionné les derniers 30 ans, ça va fonctionner encore les prochains. Donc, ça, c'est un aspect qui est super important. Peut-être aussi un autre qui avait été soulevé, c'est le train de vie des personnes. C'est niaiseux à dire, mais si une personne a un train de vie super élevé, la personne a 2 chalets et une Maserati, ben, c'est très, très, très probable qu'elle focus plus sur sortir l'argent de la compagnie puis se payer des salaires, des dividendes, plutôt que de réinvestir dans la croissance. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante à s'assurer qu'on est aligné pour être sûr que ben, nos objectifs soient encore alignés sur le long terme. Tu sais, puis là, tu as parlé de Ah, réinvestir dans la croissance, mais j'ai beaucoup plus vu de cas où il faut faire un cash call, puis que là, il faut sortir tout le monde 50 000 de notre poche. Puis c'est drôle, celui qui a Maserati Peugeot, lui, il l'a pas sur 50 000 de lousse parce qu'il l'a dépensé. Fait que ça, c'est une autre des choses qu'il faut tenir en compte. Puis c'est toujours des moments ultra difficiles. Puis là, comment tu gères ça? Tout le monde est capable de faire sa part, mais t'en as un dans la gang que lui, il est pas capable de le faire. Tu rachètes ses actions, il sort de la compagnie, qu'est-ce que la convention d'actionnaire a dit, mais si tu t'es pas posé ces questions-là avant même de te marier avec ton contrat de co-actionnaire, tu t'es exposé à des risques et des conversations vraiment difficiles. Mhm. Oui, absolument. Puis, tu sais, là, on a parlé beaucoup de l'aspect plus personnel, valeur, mais là, dès qu'on rentre dans le légal, c'est les questions qu'on va beaucoup se poser à nos clients dans des négociations de convention actionnaire, c'est bon, ben, qu'est-ce qui se passe si? Puis, t'en as mentionné un bon, qu'est-ce qui se passe si on a besoin d'un cash call, puis qu'on a besoin de, on a besoin de financement supplémentaire? Une particularité intéressante, là, puis je le note au passage, c'est que dans des entreprises technologiques, on n'a souvent pas de clause qui force les associés ou les Mhm. co-actionnaires à réinvestir proportionnellement parce que c'est la réalité des entreprises technologiques à forte croissance est vraiment différente d'une entreprise de service, c'est comme des avocats ou des conseillers. Donc, les entreprises technologiques, il n'y a pas vraiment d'attente à ce que les entrepreneurs sortent 1 million de leur poche pour financer les opérations. Alors que pour une entreprise de service, comme par exemple c'est des conseillers qui s'associent, il va nécessairement avoir, ou du moins, les chances sont fortes, qu'il va avoir des opportunités soit de réinvestir pour des nouveaux projets ou de réinvestir simplement pour le cash flow de la business. Donc, la convention d'actionnaire peut prévoir beaucoup de choses. Je dirais que c'est assez traditionnel, assez standard, de prévoir des obligations de financement proportionnel. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, une personne n'est pas capable de financer? Bien, on peut prévoir des pénalités, on peut avoir de l'intérêt, on peut avoir, jusqu'à certains moments, la personne pourrait même jusqu'à perdre ses actions pour ne pas avoir contribué. C'est des choses qui sont vraiment importantes de négocier au préalable. Puis ça permet de mettre sur la table aussi le commitment
des personnes. Si on sait que les personnes ne sont pas prêtes à mettre $1 de plus dans le futur dans la compagnie, ben on peut se questionner aussi sur à quel point la personne elle veut être impliquée dans le projet à long terme. Dans les recommandations que moi je donnais aux gens qui s'associent ensemble, là, c'est souvent voilà, parce que tu définis toi-même en tant qu'associé combien d'argent coûte une action au départ. Fait que sans action, on les met à 1 pièce l'action, on met 50-50, chacun met $50 de capital versé pour juste pour payer les actions de la compagnie. Moi, souvent, ce que je recommande aux gens, c'est non, mets ça plus élevé, là. Mets là à une coupe de 1000 piastres, là. Tu sais, mets 5-10 000, là, si t'es capable. De un, la compagnie va avoir besoin un peu de liquidité pour financer les opérations courantes, avoir un fonds d'urgence pour peu importe la raison. Mais ça fait que quand t'as immobilisé quelques 1000 piastres dans une compagnie, nécessairement, t'as un incitatif à ce que ça fonctionne pour un jour récupérer ton argent, là. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Comme c'est une bonne façon d'aligner les incitatifs puis voir, bon, ben, est-ce que la personne est réellement confiante en ses moyens, en nos moyens, là? Puis Ouais. c'est une bonne façon de le voir. Il y a aussi, ce qu'on voit souvent aussi, c'est des obligations proportionnelles de cautionner les emprunts bancaires futurs. Donc ça, c'est souvent un endroit où il peut y avoir un blocage au niveau des discussions parce que si la personne n'est pas capable elle-même ou elle ne veut pas financer, ben, je veux dire, l'argent doit venir de quelque part. Donc ça doit être soit l'autre associé, soit ça peut être un emprunt bancaire. Si c'est un emprunt bancaire, surtout dans les débuts, il y a des très bonnes chances que des cautions personnelles soient nécessaires. Donc à ce moment-là, est-ce que l'associé va être prêt à donner ou à offrir cette caution-là personnelle à la banque? Ça fait partie des discussions qu'il faut avoir. Et puis dans les questions personnelles, on parle pas de juste de l'argent que tu as dans ton CELI. Là. Des fois, c'est ta maison. T'es-tu prêt à la mettre en caution? Puis ta maison, tu l'as possèdes avec qui? T'as possèdes seul? T'as possèdes avec ta femme? Tu sais, ces conversations-là, ils s'étendent à plusieurs niveaux. Là. Puis c'est important de les avoir à ce niveau-là parce que c'est beaucoup trop fréquent qu'on voit des cas de ben non, là, je peux pas aller annoncer ça à ma femme ou à mon mari que il faut que je mette la maison en caution. Là. Puis des fois, ils le font, puis ils le disent pas à personne, puis ça crée d'autres enjeux. Là. Mais comme Guillaume le disait, c'est comme un deuxième mariage, là. Donc, tu mets tout sur la table, normalement. Puis Puis après ça, tu vois si ça fonctionne. tu vas même voir cette personne-là plus souvent que ton partenaire de vie. Ça se pourrait. Fortement possible. Ouais. Oui, Ouais. effectivement. Ouais. Euh, Guillaume, juste un petit point, toujours par rapport aux associations qu'on fait, tu sais, on dit souvent qu'on veut en fait souvent être avec des gens qui nous ressemblent, mais en affaires comme ça, il est généralement conseillé de prendre des compétences complémentaires ou des gens qui sont pas nécessairement notre opposé, mais en tout cas ou presque, tu sais. Puis selon toi, est-ce que ça fonctionne mieux de cette façon-là? Ouais, définitivement. C'est sûr qu'il n'y a pas une recette magique pour tout, mais de mon point de vue, puis des observations que je fais avec des clients, avec des collègues, ce qu'on voit souvent, c'est tu sais, il y a une tendance naturelle à vouloir choisir des gens qui sont exactement comme nous parce que, bon, c'est plus naturel, c'est plus confortable. On va nécessairement mieux s'entendre si on est deux introvertis ensemble qui aiment les mêmes choses. Mais il y a définitivement une valeur ajoutée à aller chercher des associés, des partenaires qui ont des valeurs ou des skill sets, là, des habitudes complémentaires. C'est exemple, si je suis super introverti, j'ai une expertise dans le domaine, je sais exactement quoi faire. Par contre, j'ai la nausée à aller dans des événements de développement d'affaires parce que je suis gêné. Mais le fait d'aller chercher un partenaire qui, lui, est plus extraverti, qui a plus de facilité avec ce genre d'événement-là, puis qui, au contraire, recherche ces genres d'interventions-là, puis ces genres d'interactions-là, ben, il va avoir une super bonne valeur ajoutée. Puis, je pense que, dépendant le type d'entreprise, c'est assez simple, c'est assez facile d'identifier c'est quoi les aptitudes essentielles à avoir pour fonctionner dans ce genre de business-là. Que ce soit juste en brainstormant ou en allant voir des personnes qui ont eu du succès dans ce domaine-là puis dire c'est quoi à votre avis, là? Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Ces gens-là vont être super heureux de donner un coup de main, de mentorer des nouveaux. Ils vont vous dire bon, ben voici les éléments qu'il faut. Puis après, c'est bon, on s'assoit avec l'associé et on dit bon, est-ce qu'on a effectivement tous ces critères-là ou est-ce qu'il faudra aller chercher une troisième personne ou des employés avec des aptitudes complémentaires? Je pense que c'est important de le faire. Puis, ce serait quoi, maintenant, toi, avec ton entreprise, ta plus grande fierté aujourd'hui? Ben, définitivement mes employés, là, je dirais c'est des gens absolument extraordinaires. Là. C'est des hommes et des femmes qui travaillent fort, qui sont passionnés, qui ont un focus incroyable sur l'expérience client. Puis c'est très, très difficile à répliquer. C'est très difficile
à aller chercher ailleurs. Puis je suis vraiment, vraiment fier de leur travail, de ce qu'ils font. Là. C'est une grande fierté pour moi. Puis, souvent, j'entends dire, les gens disent souvent, bah, les nouvelles générations, ils ne travaillent pas super fort, ils manquent de loyauté, ces choses-là. Puis, je dirais que c'est absolument pas mon expérience. Là. C'est sûr qu'il y a un filtre qui se fait nécessairement, là, parce que, bon, les avocats, ils sont passés à travers l'école, les études sont longues, c'est compliqué, ils ont fait le barreau aussi, donc il y a définitivement un filtre qui se fait. Mais j'entends quand même des avocats dans d'autres bureaux, par exemple, qui font ces mêmes commentaires-là, qui disent les nouveaux avocats qui sortent de l'école, là, ils veulent pas travailler ces choses-là. Personnellement, c'est vraiment pas le cas. Là. Je trouve que mes collègues, mes employés là, sont absolument incroyables. Ils travaillent fort, ils veulent des responsabilités, ils veulent qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne les opportunités de se démarquer, de faire leur place dans cette industrie-là. Puis ils saisissent cette opportunité-là, puis je suis super, super fier. Je trouve que tu amènes le point clé là, des nouvelles générations. Puis je pense que c'est la même chose dans les anciennes générations. Peu importe de quelle génération tu viens, quand on a commencé à travailler, quelqu'un qui veut pas te donner de responsabilité, qui veut pas te faire confiance, qui fait juste te faire des petites tâches cléricales puis faire son café, il y a personne qui se sent bien dans ce genre de tâches-là, peu importe dans quelle année t'es venu au monde. Fait que, je pense que ces commentaires-là, quand ils viennent, c'est souvent des gens qui les font, qui ont de la misère à faire confiance, qui ont de la misère à déléguer. Puis c'est plate, mais tu sais, moi souvent ce que je vais leur dire, c'est peut-être un reflet de tes propres appréhensions. Tu es en train de projeter que la personne est comme ça, puis guess what? Elle va être exactement comme tu le penses, parce que tu n'y as pas donné les éléments nécessaires pour qu'elle soit engagée, qu'elle ait le goût de se défoncer au travail. Oui, absolument. Puis, encore là, se défoncer au travail, c'est ça, c'est les mots qu'on utilise, se brûler au boulot. C'est peut-être ça qui n'est pas valorisé aussi, puis c'est peut-être pas une mauvaise chose. Du fait qu'on célèbre le travail, on veut faire quelque chose qu'on aime, on veut le faire bien, mais on veut pas non plus se tuer à l'ouvrage. Ouais, mais c'est un bon point. C'est des expressions d'une autre époque, on dirait, ces expressions-là. Puis c'est peut-être culturel aussi. Mais je pense qu'il y a une dissociation plus grande aussi entre la vie personnelle, familiale et la vie au travail. Tu sais, on fait vraiment la distinction. Je pense que ça ne fait pas des gens nécessairement qui travaillent moins, mais c'est peut-être des gens qui travaillent mieux, plus efficacement pour pouvoir profiter plus après ça de leur vie à l'extérieur du travail. En fait, c'est comme ça que je le vois. Ben, c'est une notion de focus. Tu amènes un bon point. Tu dépenses au travail. Si t'es rémunéré 40 heures semaine, puis que t'es fait vraiment tes 40 heures, puis t'es focus, puis t'es dédié à la tâche, ben, pour moi, tu t'es défoncé au travail. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour optimiser tes performances, donner un rendement à ton employeur en échange du salaire. Ça, c'est parfait. Ce que je pense qu'il faut essayer d'éviter comme travailleur quand tu veux faire ta marque, c'est de dire, oh ouais, regarde, là, j'ai comme un petit 5 heures de lousse vendredi après-midi. En plus, je suis en télétravail, m'a travaillé sur ma terrasse. Je vais m'ouvrir une petite Budweiser, puis je vais aller faire du poker en ligne. Tu sais, il y a une chose qu'il faut essayer de garder, c'est de dire, bon, ben, chaque heure qui m'est rémunérée, comment que je peux l'optimiser pour en donner le plus possible à mon employeur. Si tu as cette mentalité-là, mais pour l'avoir, tu as besoin d'avoir un climat qui te le permet. C'est ça que je pense qui fait toute la différence. Si je t'ai donné les responsabilités, je te fais confiance, puis que je me dis, bon, mais regarde, si tu es en mesure d'accomplir tous ces éléments-là qui sont entendus, tantôt, ben c'est telle promotion qui t'attend, je vais te nommer peut-être un jour associé de mon cabinet, dans mon entreprise. Ben là, pourquoi la personne ne serait pas motivée à travailler fort? C'est quasiment impossible. Mm-hmm. Ouais. C'est sûr que dans le domaine juridique, la conciliation travail-famille, c'est pas là où on excelle. Là. Je dirais notre domaine ne se démarque pas particulièrement pour être excellent là-dedans. C'est sûr qu'il y a toujours du travail à faire. Puis je prétends pas non plus avoir toutes les réponses. Je gère pas une armée non plus. Là, donc, j'en ai beaucoup à apprendre. Mais je vois ce qui m'intéresse, ou du moins ce que je trouve fascinant, c'est que des gens dans mon équipe qui sont là depuis pas longtemps, ou même qui souvent depuis longtemps ou pas longtemps, il y a des gens qui ont naturellement cet instinct-là de travailler comme s'il était propriétaire d'entreprise. Il se réveille le matin puis il va faire exactement comme si c'était sa propre business. Puis il dit, voici ce qu'on devrait faire, qui font des propositions, qui vont dire, regarde, on devrait utiliser tel logiciel parce que ça améliorerait notre efficacité, ça permettrait de sauver des coûts, les clients ils seraient bien plus heureux. Je suis allé rencontrer le propriétaire du logiciel, j'ai obtenu une démo, voici combien ça va coûter. Je suis là, ben, fantastique, allons-y avec ça. Mais je pense que on peut faire un filtre pour ça, mais
tout cas, je suis toujours agréablement surpris de voir à quel point le monde avec qui on travaille, puis le monde qu'on engage, à quel point ils prennent l'initiative, sont débrouillards, puis ils veulent travailler. Puis je pense que c'est nécessairement une question de culture aussi. Puis il y a un défi à avoir, puis je ne sais pas, vous, de votre point de vue, comment vous voyez ça, mais il y a définitivement un défi aussi en télétravail de maintenir cette culture-là, parce que la culture vient habituellement top-down. C'est les gens, les fondateurs de l'entreprise qui partagent cette culture-là aux premiers employés, qui ensuite les partagent aux nouveaux. Puis le fait de ne pas avoir autant d'interaction avec ses collègues lorsqu'on est en télétravail versus en présentiel, il y a ce défi-là supplémentaire d'être capable de transpirer la culture avec tout le monde. Je ne sais pas vous comment vous voyez ça de votre côté, puis comment est-ce que vous adressez ça au day-to-day? Ouais, C'est ben rendu moi qui là, pose des questions. ah, mais c'est parfait, là. On a inversé l'entrevue. Tu prends le contrôle, j'aime ça. Il a pris le contrôle, Exact. comme ça. Mais en fait, tu sais, je pense que tu peux pas dire je vais juste donner des tâches puis des objectifs puis à la fin ben tout le monde va développer va conserver la même culture puis ils vont rester ils vont être fidèles à l'entreprise puis ils vont pas quitter après 2 ans. Tu sais, je pense que ça c'est pratiquement impossible. Je pense que t'as pas le choix de t'investir un petit peu plus dans les activités on va dire parascolaires là, mais tu sais en dehors du cadre du travail pour essayer de créer des liens. Fait il y a une façon de, comme tu fais-tu un chalet une fois par année? Est-ce que tu organises un gathering une fois par mois? Est-ce que tout le monde, on se rejoint dans les plats? Tu sais, mettons, nous et moi, on a des gens à Québec, on a des gens à Montréal, on en a déjà eu, on en a au Saguenay, on a déjà eu à Sherbrooke. Mais comment tu fais pour concilier tout ça en même temps? C'est pas si simple que ça. Tu sais, dans la pandémie, on faisait des événements virtuels. Ça vaut ce que ça vaut. Mais vu que le cadre était pas nécessairement travailler puis résoudre des problèmes pour l'entreprise, il y avait quand même une petite chimie qui se crée. Mhm. Mais je pense que de penser que tu vas être en mesure de créer une culture d'entreprise qui est forte sans événements où ce que tous les humains peuvent se voir, peuvent se toucher puis interagir entre eux, c'est pratiquement impossible. On est des êtres sociaux puis on a besoin de ça. Après ça, je pense qu'il y a une réflexion plus grande à avoir sur comment je mets en place mes valeurs d'entreprise dans le cadre de mes opérations quotidiennes. Moi, j'avais lu un livre, puis là, je me rappelle plus du livre, je me rappelle plus de l'auteur. Fait que ça vaut ce que je veux dire. C'était Jeff Bezos chez Amazon. Lui, dans le fond, il voulait être extrêmement, je veux dire extrêmement cheap, là, mais lui, il disait frugal. Il voulait vraiment être frugal à l'extrême. Ce qu'il faisait, c'est que, dans le fond, dans les bureaux des exécutifs, les bureaux, c'était une porte de Home Depot, parce qu'il y avait un trou Ouais. avec la poignée de porte, fait que les fils de l'écran de l'ordinateur passaient dans le trou, puis les pattes, c'était ce qui était disponible le moins cher chez Home Depot. Fait que c'était souvent des 2x4 ou des morceaux de bois. Puis ça constituait ton bureau. C'était chambranlant un peu, mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'en tant qu'un marketplace chez Amazon, faut que les coûts du marketplace soient le plus bas possible pour que le prix soit le meilleur pour le client, puis que le fournisseur fasse le plus d'argent possible de l'autre côté. Mhm. Fait qu'il faut couper tous les coûts opérationnels au maximum. Fait qu'en ayant cette mentalité-là de dire, moi, tout le monde dans mon exécutif va avoir un bureau avec une porte Home Depot, quand ils recrutent un employé, tout le monde a des clauses de 90 jours de période probatoire, là, tout le monde a ça. Puis que là, il contait l'histoire qu'il y avait un OVP qui avait engagé, qui avait reçu de voler de entreprise XY. Il arrive, il dit, comment ça, c'est quoi ce bureau-là? Moi, je veux un bureau en acajou qui vient de je sais pas où, puis je veux de quoi de vraiment plus beau que ça. Il a été renvoyé sur le champ. Parce que cette personne-là incarnait pas la valeur d'être extremely frugal chez Amazon, puis pour Mhm. lui, c'était important à ce point-là. Parce qu'il faut que tu sois prêt à embaucher sur des valeurs, mais à congédier sur des valeurs. Fait que quand tu es à distance, je pense que tout ça, ça se fait un peu plus à l'extrême. Parce que tu peux pas te permettre un débalancement parce que tu vas perdre le contrôle vraiment rapidement parce que t'as pas cette espèce d'approche-là top-down qui peut être autant forte que quand tu es toujours en présentiel. Mhm. Ouais, c'est un super bon point. Puis je l'ai lu, ce livre-là. Puis je pense que je l'ai ici. Il est derrière, Ouais, justement. il était quelque part ici. Il faudrait que je le trouve, là. Ouais, Ah, c'est Working Backwards. ouais, je pense que ouais. C'est fantastique. C'est un super bon livre. Mais ouais, puis il y a aussi, tu sais, pendant qu'on est dans les recommandations de livres, A Year Without Pants, c'est sur l'histoire des fondateurs de WordPress. Puis eux, ils étaient à distance depuis, je sais pas, ça fait Ouais. peut-être 20 ans qu'ils sont en télétravail. C'est vraiment un bon exemple aussi de comment identifier tes valeurs, comment les communiquer aussi pour faire en sorte que même les gens à distance soient capables d'adhérer à ces valeurs-là très rapidement. Puis comment faire des bons événements aussi, des bons événements de temps en temps avec ton équipe pour essayer de créer ces valeurs-là puis de les maintenir en vie. C'est Ah un bon ouais, livre. ouais, c'est sûr que j'achète ça. C'est sûr que je l'achète.
Mais une question avant de Je te terminer, parce que l'enverrai. là, ah ouais, c'est parfait ça. Faites-vous des bons contacts dans la vie, vous allez avoir des livres, c'est parfait. Des livres gratuits. Ouais, une des choses que je voulais qu'on parle, tu sais, souvent, des fois, en tant que conseiller, on va avoir un client qui arrive avec un projet technologique, puis là, il s'est associé, puis là, il commence à avoir un démo qui devient un prototype, que là, il commence à avoir des premiers clients, puis là, il est rendu à un moment à l'étape qu'il veut se structurer efficacement dans le but d'aller chercher du financement externe. Tu pourrais-tu nous donner un peu euh, de façon chronologique, comment ça se passe, dans le fond, une structure de financement, là? C'est quoi, c'est une term sheet? Quand est-ce qu'elle arrive? C'est-tu moi, comme entrepreneur, qui propose une term sheet ou ça vient des investisseurs? Comment que la négo se passe? Quand je la reçois, la fameuse term sheet, c'est-tu dans 3 jours, j'ai un chèque dans mon compte ou il y a d'autres étapes qui suivent ça? Juste pour donner un peu plus de background, on s'entend, il y aura pas une formation puis personne ne va devenir des experts en financement. Et si on comprend au moins les milestones importants dans ce genre de transaction-là, ben, tu es en mesure de donner une lumière peut-être plus intéressante à tes clients, là. Mhm. Ouais. Puis, je dirais aussi que, juste au préalable, là, le capital de risque, fait que, les financements dilutifs, là, comme en équité ou en dette convertible qu'on voit souvent, c'est une des manières de se financer, mais il en existe vraiment beaucoup d'autres, là. Donc, souvent, je focus là-dessus parce que c'est la partie la plus intéressante, la plus excitante, là. Ça ressemble à ce que les gens voient à télé à Shark Tank ou à Dragon's Den, là, les gens qui disent je veux 10% de ta compagnie pour 10 millions, puis ensuite ils serrent la main. Puis après, on se demande toujours bon, ben, Ça qu'est-ce qui se passe après a-tu ça? Qu'est-ce qui se passe après ça? Puis la réalité est un peu plus nuancée. Mais, euh, mais c'est exactement ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait au day-to-day, là. Donc, au final, euh, supposant là, que la compagnie a décidé, bon, elle est allée chercher tous les crédits de R&D, les subventions qu'elle pouvait avoir, il y a aussi beaucoup de financement avec BDC, par exemple, qui sont très bons là, pour aider les entrepreneurs au début de leur croissance. Donc, une fois qu'ils sont allés chercher tout ça et qu'ils ont assez de traction ou assez d'intérêt pour aller chercher du capital de risque, souvent, ils vont aller voir, bon, au départ, ça va être beaucoup amis, famille, mais dès qu'on dépasse cette étape-là, ça va souvent avec des fonds de capitaux de risque qui sont spécialisés là-dedans. Donc, si par exemple, c'est une compagnie de software dans le domaine financier ou de l'assurance, ben, il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans qui souvent tu vas pouvoir approcher. Mais la term sheet, elle vient pas par la poste, là. Donc, nécessairement, il y a un gros du travail qui est à faire par le fondateur de l'entreprise ou par le CEO qui va aller faire du démarchage, aller trouver, aller rencontrer ces investisseurs-là, faire des pitchs. Souvent, ils vont se préparer un petit pitch deck, là, un PowerPoint de quelques pages qui va expliquer c'est quoi l'entreprise, c'est quoi notre stade de revenus, combien d'argent on a besoin de lever, c'est quoi notre équipe, comment est-ce qu'on va dépenser cet argent-là, c'est quoi nos prochains milestones de croissance, c'est quoi la grosseur du marché aussi qu'on est en train d'attaquer. Puis, euh, dans l'objectif de partager ce pitch deck-là à des investisseurs, puis qu'il y a de l'intérêt. Une fois qu'il y a de l'intérêt, il va y avoir plusieurs rencontres entre l'investisseur puis les fondateurs ou la compagnie, qui va éventuellement, on l'espère, mener à ce qu'on appelle un term sheet ou une lettre d'intention, où l'investisseur va euh, rédiger les termes en vertu desquels il serait prêt à investir dans la compagnie. Tout dépendamment du stade de croissance et du moment, je dirais, dans l'économie. En ce moment, on voit beaucoup de dettes convertibles, mais donc, l'investisseur peut investir de plusieurs façons. Ça peut être un SAFE, qui est un véhicule d'investissement qui se convertit en équité. Je ne peux peut-être pas nécessairement rentrer dans les détails, mais on en voit vraiment beaucoup. Il y a de la dette convertible aussi, qui est l'équivalent d'un prêt, mais ce prêt-là va se convertir en action de la compagnie plus tard lorsque certains événements vont être rencontrés, typiquement un autre financement. Et il va y avoir un financement en équité qui va être souvent justifié à des stades de croissance un petit peu plus élevés là, que le démarrage, là. Donc, quand la compagnie commence à avoir un petit peu de revenus, avoir un produit qui est un peu plus validé, il va faire une ronde en équité. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans Dragon's Den ou Shark Tank. Ils vont se dire, bon, ben, combien d'argent tu vas investir, combien de pourcents de la compagnie tu vas obtenir. Ça va être rédigé dans une lettre d'intention, dans un term sheet. Il va y avoir aussi une tonne de, de détails plus juridiques qui sont tout aussi pertinents que le prix. Donc, il va y avoir des droits, tout ce qui est au point de la gouvernance. Est-ce que l'investisseur va avoir un siège sur le conseil d'administration? Est-ce qu'il va avoir des droits d'information, des droits de veto? C'est quoi les droits que ces investisseurs-là veulent avoir? C'est quoi le type d'action qu'ils vont avoir, des actions privilégiées? Est-ce qu'ils vont être participants? Est-ce qu'ils vont avoir des dividendes cumulatifs? Il y a tous les détails au niveau financier qui vont être négociés dans cette term sheet-là. Et lorsque les parties se sont entendus sur les termes principaux du term sheet, ils vont le signer. Et là, c'est là que le gros du travail des avocats va commencer.
Donc, ça va être de générer toute la documentation juridique, tous les contrats qui vont refléter cette entente-là. Donc, il y a typiquement peut-être une vingtaine de contrats, 30, dépendamment de la complexité. Donc, souvent, les contrats d'emploi des fondateurs vont être refaits. Il va y avoir aussi un gros accent sur tout ce qui est cession de propriété intellectuelle à la compagnie pour être certain que tous les employés de la compagnie, tous les fondateurs de la compagnie ont bien livré, cédé à la compagnie leur création. Dans le cas, c'est typiquement du logiciel. Pour être sûr que c'est la compagnie qui a reçu l'investissement qui est effectivement propriétaire du logiciel qui va générer le revenu futur. Donc, il va y avoir la négociation aussi de la convention d'actionnaire. Il va y avoir ce qu'on appelle un subscription agreement ou une convention de souscription en vertu de laquelle les investisseurs vont souscrire, vont acheter des actions dans la compagnie. Donc, c'est toute la panoplie de documents qui va être fait. Tout dépendamment de la transaction, ça peut prendre, il y en a qui prennent une éternité, mais c'est 4-5 semaines, ça peut bien se faire si tout roule bien. Des fois, ça peut être même plus rapide. Et une fois que ça c'est fait, ben là, la compagnie se retrouve avec des nouveaux investisseurs, beaucoup de capital, heureusement, et les moyens de leurs ambitions. Donc, ils vont utiliser ce capital-là pour leur croissance, se rendre soit à leur prochain financement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises technologiques qui vont investir massivement en recherche et développement pour se rendre éventuellement à la profitabilité ou à un exit. Mais du moins, l'objectif, c'est les investisseurs essaient d'avoir au minimum, habituellement, 18 mois de dépenses lorsqu'il y a du financement. Fait que c'est à peu près le topo, là, je dirais, là, du début à la fin. Ça semble rapide comme ça, c'est souvent plein d'embûches, il y a beaucoup d'émotions aussi, de négociations, surtout quand tu as plusieurs investisseurs qui ont des intérêts divergents, qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs, il y a de la politique à l'interne aussi. Mais c'est notre rôle justement d'accompagner les entreprises technologiques dans tout ce processus-là, puis de s'assurer que ça se passe comme il faut. Ben, d'où l'importance d'avoir justement un professionnel qui t'accompagne là-dedans, parce que c'est ton bébé, c'est ton entreprise. Nécessairement, il y a des émotions attachées à ça. Fait que d'avoir quelqu'un qui a une distance, mais qui est dans ton camp pour essayer de t'aider à avoir le meilleur outcome dans cette transaction-là, à potentiel, ben, c'est là qu'un bon avocat spécialisé dans ce type de financement-là, comme justement vous chez Leviat, c'est ultra important. Puis pour donner peut-être un peu plus de perspective aux gens sur des chiffres, tu sais, quand est-ce que c'est le temps d'aller voir du capital de risque, des fonds d'investissement? Souvent, moi, le conseil que je vais donner, puis ça vaut ce que ça vaut. Là, après ça, ça veut pas dire que il y en a pas qui ont pas de revenus ou moins de revenus qui vont pas le faire ou qui attendent d'avoir pas des meilleures conditions financières. Souvent, c'est à peu près, le threshold, c'est 1 million. Tu sais, quand tu fais 1 million par année, ça commence à être une zone intéressante pour aller jaser des fonds en capital de risque. En bas de ça, souvent, ce qu'ils vont dire, surtout si tu es un premier fondateur, tu n'as jamais fait ça, ils vont dire, ben, tu sais, continue de travailler fort, puis tu vas y arriver le jour que tu vas avoir frappé ce threshold-là. Viens nous voir avec ton deck, ta présentation, puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Mais souvent, 1 million, c'est un bon threshold. Mhm. Avant ça, comme tu l'as dit, là, il y a plein d'autres outils de financement qui existent. Donc, tu sais, Friends and Family, mais les anges investisseurs, que c'est toute une autre dynamique à regarder. Les transactions, souvent, se font plus rapidement, elles peuvent se faire en parallèle, pas nécessairement toutes combinées en même temps. Il y a plein d'outils qui existent. Puis pour choisir les bons outils, rien de mieux que de guider son client. Parce qu'en tant que conseiller, on n'a pas cette formation-là. C'est trop complexe, puis c'est un domaine aussi que les stratégies évoluent rapidement, puis dépendamment du contexte de marché comme en ce moment, tu l'as dit, mais du financement en équité pure, c'est pas mal à sec au niveau des transactions. Mais de la dette convertible, on le voit de plus en plus, puis la fréquence est plus grande qu'elle n'a jamais été. Ben, il faut comprendre cette dynamique-là, mais si tu ne baignes pas dans ce marché-là quotidiennement, tu peux pas avoir cette sensibilité-là. Donc, de guider ton client rapidement vers les bons professionnels qui peuvent l'aider à accomplir son rêve entrepreneurial. C'est ça un peu notre rôle comme conseiller. Mhm. Oui, absolument. Puis d'amener vers les bonnes ressources qui vont être capables de les amener à l'atteinte de ces objectifs-là. Puis je pense qu'il y a une plus-value au niveau du conseiller d'être au courant des différentes formes de financement qui existent. C'est de ne pas nécessairement aller directement au financement en équité immédiatement. Ouais. Pas parce que ça me ferait plaisir de facturer des honoraires, mais la réalité, c'est qu'il y a des sources de financement super disponibles et qui sont faciles à obtenir. Donc, il y a des subventions de certaines villes. Tu peux avoir aussi des financements pour des projets technologiques. Il y a des crédits de recherche et développement qu'on peut aller chercher au Québec, qu'on peut aussi se faire financer à certains moments. Il y a des banques qui sont prêtes à investir ou à prêter dans des moments un peu plus tôt aussi. Il n'y en a pas une tonne. Puis, il
Il y avait Silicon Valley Bank aussi, mais ça va Exact. être une autre histoire. Mais tu sais, ça fait partie des sources de financement qui sont disponibles. Puis ça vaut la peine de les connaître aussi pour être capable d'amener ses clients dans la bonne direction au bon moment. Guillaume, je vais dire ton nom complet, Guillaume Falardeau, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup de ton temps, tes conseils, tout ce que tu as apporté au podcast aujourd'hui. Puis, tu reviens quand tu veux. Félix, merci aussi. Merci Guillaume. Si on veut te contacter puis bénéficier de tes services, ton expertise, c'est où qu'on te contacte? Ouais, sur mon site web, leviatlegal.com ou sur mon courriel, gfalardeau@leviatlegal.com. Ça va toujours me faire plaisir. Puis c'était un grand bonheur d'être avec vous aujourd'hui, Christine, Félix. On se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.